Bonjour, bonsoir, aujourd'hui les complexes en bref. Cependant, avant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Cette vidéo n'est nullement un cours sur les complexes, c'est simplement une manière de résumer ce qu'il faut connaître dessus. Si vous avez un DS de maths dans une demi-heure et que vous ne connaissez absolument rien de votre cours sur les complexes, cette vidéo peut être utile. Cependant, on va quand même faire les choses dans l'ordre, donc il y a trois parties. Dans la première, nous verrons des définitions et quelques calculs élémentaires à savoir faire. Par la suite, nous verrons la forme trigonométrique des complexes, ainsi que quelques formules à connaître, et finalement quelques résultats importants, ou tout du moins intéressants, qu'il faut avoir dans un coin de sa tête. Donc c'est parti pour la définition. Donc tout d'abord, on munit R croix R des lois suivantes, une loi de multiplication, qui semble quelque peu particulière, hein. On le voit, c'est AC moins BD, et la deuxième coordonnée, c'est AD plus BC, mais en réalité, cela fait tout à fait sens, comme nous le verrons juste après. Et une loi d'addition, alors elle est très simple, on additionne coordonnée par coordonnée. Ainsi, lorsqu'on prend R croix R et qu'on munit ces deux lois, on a un corps commutatif que l'on note C. Corps commutatif, c'est-à-dire que l'addition et la multiplication sont associatives et commutatives. De plus, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Il y a d'autres propriétés qui permettent de dire que c'est un corps commutatif, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on traite des complexes. Le couple AB, qui appartient donc à C, est alors noté A plus IB. On notera Z par la suite pour plus de simplicité. Où A est appelé la partie réelle, que l'on note partie réelle de Z, et B partie imaginaire. On a alors, pour tout couple de complexes, quelques calculs, quelques égalités à connaître. Bon, alors pour la partie réelle et la partie imaginaire, lorsqu'on traite des additions, c'est très simple. Et pour le produit, c'est un peu plus compliqué. La partie réelle d'un produit, c'est le produit des parties réelles moins le produit des parties imaginaires. Et la partie imaginaire d'un produit, c'est la somme des produits croisés. De plus, si l'on considère un repère orthonormé direct, on peut associer à tout point ou vecteur du plan un unique complexe appelé affixe, et vice-versa. Voilà, donc ça permet notamment de résoudre des problèmes géométriques de manière analytique. Pour tout complexe Z, on définit son conjugué Z bar, tel que Z bar soit égal à la partie réelle de Z moins I fois la partie imaginaire de Z. On obtient immédiatement le fait que la partie réelle est égale à Z plus Z bar sur 2, conséquence directe de la définition Z bar, et la partie imaginaire est égale à Z moins Z bar sur 2I. Ces deux égalités sont parfois connues sous le nom de formule d'Euler. Cependant, on verra cela plus tard lorsqu'on va traiter des fonctions trigonométriques. Graphiquement, cependant, on peut remarquer que le conjugué d'un complexe est tout simplement son symétrique par rapport à la droite des abscisses. De plus, on a quelques égalités à connaître qui sont pas bien compliquées. Tout d'abord, le fait que l'opération de conjugaison est une involution, c'est-à-dire que lorsque vous conjuguez deux fois, vous revenez au complexe initial. Et après, pour le reste, tout se passe très bien. Pour l'addition, la multiplication, on peut multiplier par -1 et considérer même l'inverse du moment que le complexe est non nul. On peut ainsi définir une norme sur C, le module, tel que le module de Z soit égal à la racine de la somme des parties au carré. Important, c'est un réel positif ou nul. Voilà, il n'est pas négatif ou d'une autre nature. De fait, grâce à la norme qu'on a, on a immédiatement une distance définie telle que la distance entre deux complexes soit égale au module de la différence. De là, en considérant Z0 un complexe et R un réel strictement positif, on peut définir quelques objets géométriques, le cercle, le disque ouvert et le disque fermé. Alors le cercle, c'est tout simplement les complexes qui sont à une distance R, très exactement, du centre du cercle. Le disque ouvert, c'est les complexes qui sont à une distance inférieure au rayon, et le disque fermé, c'est les complexes qui sont à une distance inférieure ou égale au rayon. Donc en quelque sorte, le disque ouvert uni avec le cercle. On verra ça plus tard lorsqu'on aura des transformations géométriques. Cependant, on a les relations suivantes quand même qui sont intéressantes. Tout simplement, l'inverse d'un complexe est égal au conjugué du complexe sur le modulo carré. On trouve ça immédiatement en considérant 1 sur Z et en multipliant par 1, ou plutôt en multipliant par Z bar sur Z bar. On obtient immédiatement Z bar sur le module de Z au carré. Pour le module, tout se passe très bien. Important, cela dit, quand même, le fait que le module d'un produit soit égal au produit des modules entraîne directement le fait que si l'on considère n complexes différents et qu'on veut calculer le module du produit, ce sera égal au produit des modules. On peut prouver ça par récurrence, mais en fait, le cœur de la démonstration réside dans le fait que ce soit valable pour deux. Donc une fois que vous l'avez montré pour deux complexes, vous pouvez le montrer pour n complexes immédiatement. D'où le fait qu'on a le cas particulier, tout simplement lorsque les
n complexes sont égaux que le module de z exposant n est égal au module de z exposant n. Attention cependant, on ne peut pas considérer des n négatifs si z est nul. On a les inégalités suivantes voilà, pour la partie réelle et la partie imaginaire, tout simplement. La valeur absolue de la partie réelle, respectivement imaginaire, est inférieure ou égale au module. Une manière de le dire, c'est qu'on a d'autres inégalités, c'est-à-dire que la partie réelle de z est toujours comprise entre le module et moins le module. De même pour la partie imaginaire. On a cependant des égalités si et seulement si, dans le premier cas, z est un réel, et dans le second cas, si z est un imaginaire pur. Et lorsqu'on découpe ces inégalités, on va voir par exemple si z est un réel positif, si z est un réel négatif, si la partie imaginaire de z est positive, si la partie imaginaire de z est négative. On trouve aussi l'inégalité triangulaire, voilà, donc le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules, toujours. Voilà. C'est une autre manière de dire que le chemin le plus court est toujours une droite. Et de même, on a l'inégalité triangulaire inversée, donc la valeur absolue de la différence des modules est inférieure au module d'une différence, de la différence même. Alors, l'inégalité triangulaire inversée est une conséquence directe de l'inégalité triangulaire simple, si je puis dire, mais pour la démontrer, vous avez, on va dire, deux possibilités. Soit vous dites tout simplement qu'on a défini le module comme une norme, de fait, on a l'inégalité triangulaire, puisque vous avez une norme plutôt, si une des trois conditions est d'avoir l'inégalité triangulaire. Cependant, si on veut la montrer rigoureusement, on peut tout à fait mettre l'inégalité au carré, voilà, et puis se débrouiller avec les parties réelles, etc. Donc l'intérêt de mettre au carré, c'est de retirer la racine qui est présente qui est cachée dans le module. Et enfin, on a l'égalité du parallélogramme, tout simplement, qui énonce ce résultat suivant. Je ne vais pas prendre la peine de le lire, puisque tout simplement, on peut tout à fait l'assimiler aux identités remarquables, a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré, a carré moins b carré. Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, je rappelle rapidement les graphes des fonctions cosinus et sinus. Ici, c'est cosinus et ici, c'est sinus. Pour le savoir, si vous avez un doute, mais vraiment, ça n'arrive jamais, cosinus de 0 vaut 1, donc c'est celui-là, et sinus de 0 vaut 0, donc c'est celui-là. De plus, c'est toujours important de le savoir, cosinus réalise une bijection de 0 pi dans moins 1, 1, et sinus de moins pi sur 2 dans moins 1, 1. En réalité, on peut prendre n'importe quel intervalle de longueur pi. Voilà, pour avoir une bijection. De plus, ces deux fonctions sont respectivement paires et impaires. Cosinus est pair et sinus est impair, comme on peut très bien le voir sur le graphe. Pour cosinus, ça ne change pas, peu importe de quel côté on se place, tandis que pour sinus, on a tout simplement l'opposé. Cependant, pour dériver et intégrer ces fonctions, il suffit de suivre le cercle, en fait, tout simplement. Si vous avez un doute, donc vous mettez votre cercle avec sinus, moins cosinus. Pour dériver, vous le parcourez dans le sens horaire. Donc de sinus, vous passez à cosinus, puis à moins cosinus, et vous revenez à sinus. Et pour intégrer, vous partez dans le sens trigonométrique. Donc de cosinus, on arrive à sinus, puis moins sinus, et on revient au départ. Mais en général, au bout d'un moment, on les connaît. On n'a pas besoin de faire le cercle à chaque fois. Par contre, on a plusieurs identités qui sont fondamentales à connaître et les formules de Simpson qui sont dans l'image suivante. Donc pour les identités, à chaque fois j'ai mis un petit moins ou un petit plus en rouge, c'est parce que vous avez deux versions quand vous considérez B et quand vous considérez moins B. Ça ne change pas grand chose, hein. C'est juste une histoire de signe qui change. Donc, cosinus de A plus B, c'est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B, et sinus de A plus B, c'est la somme des produits croisés. Important à connaître, le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1. Ça, on peut le voir directement. Si on prend le cercle, tout simplement, on a un triangle rectangle voilà, de côté de longueur, respectivement cosinus et sinus. Et donc, l'hypoténuse vaut la somme... l'hypoténuse au carré vaut sinus au carré plus cosinus au carré. Et l'hypoténuse étant le rayon du cercle et le cercle étant de rayon 1, la somme des deux au carré vaut 1. Puisque 1 au carré vaut 1. Bref, on a immédiatement aussi la formule pour le cosinus de 2θ et le sinus de 2θ qui sont des conséquences directes des formules établies juste avant. Une autre conséquence directe, c'est le fait que tout simplement 2 cosinus A fois cosinus B est égal à cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. On a une autre formule pour le sinus, cette fois c'est cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Et on en a une pour le produit croisé qui est égal à sinus A plus B plus sinus A moins B. Il y a une quatrième égalité qui existe tout simplement lorsque vous échangez A et B. Ça revient aussi à échanger A et B ici. Voilà.
Maintenant, on a le fait que tout complexe de module 1 a une écriture sous forme trigonométrique, qu'on appelle sous forme trigonométrique, qui est tout simplement que z s'écrit cosinus θ plus i sinus θ, où la partie réelle de z vaut cosinus θ et la partie imaginaire de z vaut sinus θ. Ce θ est important puisqu'il permet de le mettre sous forme polaire, c'est-à-dire sous forme de EIθ. Voilà, donc en fait tout simplement θ vous donne l'angle que vous formez avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire où est-ce que vous vous placez sur le cercle trigonométrique. Les propriétés de l'exponentielle sont conservées, donc l'exponentielle d'une somme est le produit des exponentielles, et l'exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 sur l'exponentielle. Et on a, ça c'est pas une propriété de l'exponentielle, mais tout simplement, e moins iθ, c'est le conjugué de eiθ, et ça c'est très important puisque ça permet de retrouver les formules de l'air, puisque cosinus θ est alors eiθ plus e moins iθ sur 2, puisqu'ici on a la partie réelle d'un complexe, et ici un complexe plus son conjugué. Donc ça fait 2 fois la partie réelle, on divise par 2 pour retrouver cosinus θ. De même pour le sinus, qui est la partie imaginaire, donc on fait la différence d'un complexe et son conjugué. On a immédiatement la formule de Moivre aussi, simplement que cosinus θ plus i sinus θ exposant n est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Une conséquence directe de la formule suivante. Le produit de n complexe mis sous forme polaire est égal à exponentielle de i fois la somme des angles. Voilà. C'est comme tout à l'heure, c'est une conséquence du fait que ce soit valable pour 2. On peut le montrer par récurrence. Si vous l'avez montré pour 2, ça suffit, puisque immédiatement, vous pouvez rassembler vos complexes. De plus, eiθ plus eiθ' est égal à 2 cosinus θ moins θ' sur 2 fois exponentielle de iθ moins θ' sur 2. Alors, c'est un peu lourd à écrire, mais donc c'est ce qu'on appelle la factorisation par l'angle moitié. Et en réalité, on voit ici qu'on a la partie réelle de EI et θ moins θ' sur 2, tout simplement parce que vous factorisez ici par EI θ moins θ' sur 2. Vous mettez ça facteur de EI θ moins θ' sur 2 plus EI θ moins θ' sur 2. Donc, bref, vous aurez ici ça en facteur et ici vous aurez un complexe plus son conjugué, ça vous donnera 2 fois la partie réelle. On revient un peu sur la trigonométrie en définissant la fonction tangente qui a θ associe le sinus de θ sur le cosinus de θ. Bien évidemment, comme le cosinus s'annule à intervalles réguliers, il faut faire attention lorsqu'on établit le domaine de définition de tangente, qui est alors l'union disjointe, pour k appartenant à z, des intervalles ouverts, moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi. Voilà, on élimine à chaque fois les points où la fonction s'annule, enfin où cosinus s'annule. Et elle réalise une bijection de moins pi sur 2 dans R. Voilà, si vous voulez faire le graphe, ça fait quelque chose comme ça au niveau du graphe. Hop, je reprends le pointeur. Et on a les formules suivantes, tout simplement pour la dérivée, en faisant la formule de dérivation U sur V. On obtient que la tangente prime est égale à 1 sur cosinus au carré, et c'est aussi égal à 1 plus tangente au carré. Tandis que la tangente de A plus B est égale à tangente A plus tangente B sur 1 moins le produit des tangentes. Pour montrer ce résultat, c'est très simple. Vous partez des formules pour les cosinus et les sinus, et vous allez simplifier en multipliant en haut et en bas par 1 sur quelque chose comme cosinus A, cosinus B, quelque chose du genre. Enfin, il faut vous multiplier en haut et en bas par la bonne fraction pour obtenir ceci. De plus, on a le fait que si vous prenez t qui est égal à tangente de θ sur 2 lorsque θ sur 2 appartient au domaine de définition de tangente, vous avez le fait que cosinus θ est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t au carré, sinus θ égale 2t sur 1 plus t au carré, et comme on a la définition de cosinus et de sinus, on peut retrouver celle de tangente qui va être égale à 2t sur 1 plus t au carré, en faisant le ratio des deux quantités. De plus, maintenant, on a le fait que tout complexe s'écrit comme son module fois eiθ, et de même pour une forme trigonométrique. C'est une extension de ce qu'on avait juste avant pour les complexes de module 1. Et c'est très simple, on a juste rajouté le module dans le facteur. En fait, c'est parce que quand vous multipliez par le module, c'est comme si vous faisiez une dilatation du plan. Et θ est alors appelé l'argument de z. Et donc, on a quelques formules sur l'argument, très simple. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Et l'argument de l'inverse, c'est moins l'argument du complexe d'origine.
Enfin, la troisième partie, qui donc concerne des résultats importants et intéressants. Tout d'abord, on peut considérer les solutions de l'équation z exposant n est égal à 1 lorsque n est strictement positif ou même plutôt est un entier positif. Bon, évidemment, lorsqu'il vaut 1, c'est assez simple, mais bon. Donc cet ensemble, on le note U, n, et il contient exactement n complexes, voilà, qui sont tous de la forme E 2i capi sur n, avec k qui se balade entre 0 et n-1. En réalité, du moment que vous prenez un intervalle d'entiers, du moment que vous prenez n entiers consécutifs, tout va bien. Il contient, par contre c'est important, il contient les affixes des sommets d'un polygone régulier à n côtés. Autrement dit, voilà, on peut dans le cercle faire rentrer des polygones réguliers à n côtés. L'important c'est qu'ils aient tous un sommet qui passe, qui soit confondu avec le réel 1. Alors ça peut sembler particulier quand même que ce soit le cas. Ici donc on a les solutions pour z³ égale 1 et ici z4 égale 1. Mais quand on y réfléchit un peu plus, ça fait parfaitement sens, puisque les solutions doivent se trouver sur le cercle. Autrement, lorsqu'on les mettrait à la puissance n, leur module augmenterait trop. Et puis voilà. Leur module ferait qu'ils sortiraient du cercle. Et donc le seul moyen, c'est d'avoir des complexes de module 1. Donc on sait qu'on se trouve sur le cercle. Ensuite, on sait qu'on a exactement n solutions et qu'elles sont toutes distinctes. Maintenant, c'est pas un véritable argument mathématique, mais on peut se convaincre assez facilement qu'il faut que les solutions soient uniformément distribuées sur le cercle trigonométrique, puisqu'a priori, il n'y a pas de raison qu'on ait des points d'accumulation de solutions. Ce qui implique donc qu'on doit faire entrer un polygone régulier. Voilà. Et ça explique notamment la formule pour trouver les solutions, puisque dans un polygone régulier, chaque sommet est obtenu par rotation d'un autre sommet. Donc ici, par exemple, on fait une rotation de 2π sur 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 2π sur 3, est-ce que c'est vraiment le cas? 2π sur 3, ça fait... oui, ça fait ça. Et ici, bon, ici c'est bien plus clair. Ici, on fait une rotation de 2π sur 4. Donc de pi sur 2, exactement, pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2. Voilà. De plus, alors ça on le voit bien lorsqu'on a lorsqu'on cherche les racines énièmes mais que le n est pair, on a le fait que la somme des racines énièmes est égale à 0. Alors pourquoi je dis que ça se voit bien quand on a des n pairs, ça se voit encore mieux ici comme on a la 4, tout simplement que lorsqu'on va faire par exemple z1 plus z3, il faut penser un peu comme si on additionnait des vecteurs. Et donc ici on a un vecteur qui pointe dans cette direction et un autre qui pointe dans cette direction. Ils ont la même norme, donc ils se retrouvent ici. Et ici vous avez moins 1, plus 1, ça fait 0. Ici on le voit un peu moins, mais ce qui se passe en fait c'est quand vous faites z1 plus z2, donc ici c'est j et ici c'est j bar, ou j au carré comme vous voulez. Lorsque vous les additionnez, vous retrouvez moins 1. Et voilà, donc vous arrivez à moins 1 et puis vous additionnez, vous arrivez ici. Maintenant, en remarquant le fait que le module de z sur le module de z sur le module de z, attention, bien comme ça, est égal à 1. Lorsqu'on remarque cette égalité, on peut résoudre les équations de type z exposant n est égal à z0, simplement en divisant par z0. Comme ça, vous aurez une équation, où ici vous aurez 1, et donc ça reviendra à rechercher les racines énièmes de l'unité, sauf que vous aurez des paramètres initiaux. Et l'ensemble des solutions est alors S qui est égal à la racine énième du module de Z0, c'est en rapport avec le fait qu'on est divisé par Z0, fois exponentielle de I, argument de Z0 sur N, plus 2κ sur N. Alors le 2κ sur N, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait c'est pour faire les rotations qui correspondent à chaque sommet de votre polygone régulier, et argument de Z0 sur N, c'est pour que vos rotations arrivent au bon endroit, que lorsque vous faites votre tour complet, vous reveniez tout simplement sur le bon complexe, avec bien évidemment k qui va de 0 à n-1, pour avoir n solutions distinctes.
Voilà, c'est tout pour cela. Maintenant, on a la formule du discriminant qui s'étend au complexe, ou plutôt au polynôme à coefficient complexe. Donc, lorsqu'on considère le polynôme P, ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des complexes, on a les solutions qui sont de la forme z égale moins b plus ou moins delta sur 2a, où donc delta, petit delta au carré est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire grand delta. Voilà, c'est-à-dire que comme on ne peut pas faire de racines dans les complexes, on est obligé de passer par le gimmick de faire ces deltas qui, lorsqu'il est au carré, donnent le grand delta, plutôt que de dire que c'est racine de delta, puisque c'est pas possible. Et on a les relations coefficient-racine, voilà, qui sont connues. Z1, Z2 est égal à C sur A, et Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A. Pour les retrouver, vous écrivez tout simplement votre polynôme, vous l'écrivez comme P est égal à X moins Z1, X moins Z2, et vous mettez un petit A. Voilà, sauf que quand vous divisez, vous aurez P sur A qui sera égal à X moins Z1, X moins Z2. Et en développant ceci, vous retomberez sur tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, on revient un peu sur la géométrie. On peut définir les transformations géométriques d'homothétie, de rotation et les similitudes planes. Donc une homothétie, je l'ai vite fait mentionner tout à l'heure, c'est des dilatations du plan, une rotation, pas besoin d'expliquer. C'est des opérations qui ont des points fixes. Voilà. Ici, je l'ai noté oméga, le complexe qui sert de point fixe. Donc ici, on a une rotation d'angle θ. Voilà, et on remarque bien que lorsqu'on rentre oméga, ça nous renvoie bien oméga. Et ici, on a une homothétie. Maintenant, lorsque on fait une similitude plane, on a en fait la composée d'une rotation et d'une homothétie. C'est une composée commutative. Voilà, puisque une similitude plane, c'est une fonction qui a z associée à z plus b, où a et b sont des complexes. A étant un complexe non nul. On a alors en fait le fait que c'est égal à z associé b sur 1 moins a plus a facteur de z moins b sur 1 moins a. En fait, on a oméga qui est égal à b sur 1 moins a. On peut maintenant linéariser les fonctions trigonométriques. Donc cosinus exposant n et sinus exposant n sont linéarisables, c'est-à-dire on peut mettre ce produit sous forme de somme en partant tout simplement des formules de l'air et en utilisant le binôme de Newton. Voilà. Donc vous repartez en fait de ce qu'on a montré tout à l'heure. Vous mettez EIθ plus E moins Iθ sur 2 quand c'est pour le cosinus. Vous mettez le tout exposant n et après vous avez le binôme de Newton qui vous permettra de gérer le EIθ plus E moins Iθ. Maintenant, on peut aussi montrer que le terme général d'une suite un plus 1 est égal à AUN plus B s'écrit UN égale B sur 1 moins A plus A exposant n facteur de U0 moins B sur 1 moins A. Tout simplement en partant du principe que on part sur la même chose que les similitudes planes, voilà, en écrivant tout simplement le point fixe, en appelant L le point fixe, on résout L égale AL plus B. Enfin, on a les polynômes de Chebyshev. Je vais essayer de faire vite pour qu'on reste sous les 25 minutes. Donc les polynômes de Chebyshev qui sont utiles, j'ai envie de dire, mais c'est quand même assez restreint, mais c'est un résultat qui est classique. Donc Pn, polynôme de Chebyshev, est l'unique polynôme tel que, lorsqu'on l'évalue en cosinus θ, ça nous renvoie cosinus de nθ. De plus, sa parité est la même que celle de n. Son coefficient dominant vaut 2 exposant n-1. Ses racines sont les cosinus de pi sur 2n plus k pi sur n, avec k qui se balade entre 0 et n-1, pour avoir n racines différentes distinctes. Une définition plus pratique, on va dire, c'est la définition séquentielle sous forme de suite. Où simplement, on dit que Pn plus 1 est égal à 2xPn moins Pn moins 1, et avec P0 qui vaut 1 et P1 qui vaut x. Finalement, les Pn forment une base orthogonale de Rn crochet x. Ça peut être utile dans certains cas. Voilà, c'est tout pour les complexes. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'espère ne rien avoir oublié. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour ma part, ça m'a fait une petite révision des complexes qui était bienvenue, histoire de garder la mémoire relativement fraîche. Dimanche, je l'espère, ce sera de la physique, et puis on va continuer voilà, chaque semaine pendant les vacances, si je prends le temps de le faire.
et si je l'oublie pas. Voilà, j'ai pas encore décidé de quoi traitera la prochaine vidéo, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite toujours de bonnes vacances, et puis je vous donne rendez-vous dimanche pour de la physique. C'était Adam, ciao, bye bye.